Philippe. Donc nous nous sommes rencontrés aussi, pour ça je me permets de le tutoyer, aux assises, enfin différentes assises en tant que président des EDC. On a beaucoup apprécié de coopérer ensemble. On s'est retrouvés aussi à l'université d'été écologie intégrale près de Paris. Et donc tu es aussi fondateur de Kairos, je pourrais nous dire quelques mots, sans ses performances également. Voilà, donc on est très heureux. On est donc la thématique, c'est l'espérance et j'allais dire c'est voilà, on a depuis hier soir, on essaie d'être dans la thématique et donc on attend ton point de vue, ton approche sur ce monde compliqué de l'entreprise, mais que tu au sein des EDC, puis aujourd'hui tu peux manifester à la fois l'espérance qu'il y a à œuvrer dans ce domaine-là, sociétal, et également les écueils, les crises que traverse ce monde-là. Voilà, je te laisse. Merci Jacques Janet, je suis très heureux de revenir ici, parce que je suis déjà venu à plusieurs reprises pour des retraites EDC de la région Pays de la Loire, donc je suis lavallois. J'ai 57 ans, je suis marié avec Pascal, on a 4 enfants qui ont entre 21 et 27 ans. Donc j'ai un cursus plutôt effectivement entrepreneurial, même si je suis fils d'agriculteur. Donc je suis né en Normandie, je suis fils d'agriculteur, d'ailleurs ça a beaucoup marqué ma vie. J'y reviendrai peut-être à un moment ou deux. Donc et je suis arrivé en Mayenne en 98 pour reprendre une entreprise en tant que directeur d'une coopérative qui s'est beaucoup développée pendant une vingtaine d'années, et j'ai décidé il y a maintenant 1 an et demi, j'avais ça en moi depuis une dizaine d'années, de recréer un réseau de conseils pour les dirigeants d'entreprise. Notre raison d'être, c'est animer du bien commun. Donc c'est de se dire comment on peut ramener le bien commun dans cette société. Je l'avais fait dans un groupe coopératif qui s'est développé jusqu'à 1800 personnes, et je me suis dit, maintenant que c'est fait, j'étais aussi président des EDC nationales, je me dis, il faudrait que j'aille transmettre. Donc j'avais envie d'accompagner ces entrepreneurs et aussi des associations. J'accompagne des congrégations religieuses. J'accompagne tout de suite une paroisse de la communauté Saint-Jean sur un changement de curé près de Paris. Donc voilà, c'est de se dire qu'est-ce qui peut générer le bien commun dans cette société. Donc on va en parler. Pourtant, parler de bien commun, alors qu'on est dans une société où il y a beaucoup de crises, c'est pas si évident que ça. On est sur le thème de l'espérance. Comment avoir une espérance dans un monde où on vit tant de crises ? Parce que c'est quand même la réalité de ce monde. On vit des crises de plus en plus nombreuses, de plus en plus violentes. La violence, il suffit on n'a même pas besoin de regarder la télé, ça se diffuse tellement dans la société que c'est quelque chose de grandissant. Et le premier point, avant de parler de l'espérance, c'est peut-être de comprendre le monde dans lequel on est. Voilà. Je pense on ne peut pas poser de bonnes postures, de bons actes, si on n'a pas une analyse à peu près objectivée de la réalité du monde. On est dans un monde où on a beaucoup de négations sur cette réalité, et donc ce qui fait qu'on a un monde très agité. On a un monde très très agité. Donc qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui peut faire qu'on pourrait retrouver de l'espérance? Le premier point, c'est qu'on n'est pas simplement dans une crise qui suit une autre crise. Quand il y a une succession de crises, il y a eu des analyses qui ont été faites par des historiens, sociologues, on dit qu'on est dans une mutation. Et les mutations, ça arrive tous les 300, 400 ans. Et à la fin d'une mutation, on sort dans un nouveau modèle. Donc on est globalement plutôt vers la fin d'un modèle et l'émergence d'un nouveau modèle. Il ne faut peut-être pas avoir peur de ça. Cette mutation, en général, ça dure 40, 50, 60 ans. Et les 10 dernières années, c'est là où il y a la succession des crises. Celle qui est actuelle, plusieurs analystes la posent à la chute du mur de Berlin, en disant cette mutation commence à la chute du mur de Berlin. On avait avant la chute du mur de Berlin 2 systèmes, un système communiste et un système social-libéral, au moins pour l'Europe et un peu des États-Unis, qui n'étaient pas encore aussi ultra-libéraux qu'ils sont devenus aujourd'hui. Et quand le système communiste est tombé,
Je dirais plutôt que c'est une bonne nouvelle pour moi quand le goulag, quand on voit la limite de l'homme pour l'homme. Par rapport à ça, on peut se dire que le fait que ça tombe, et quand on voyait les lumières des personnes à la chute du mur de Berlin, on se disait que c'était une bonne nouvelle. Mais le problème, quand vous avez un monde qui est un peu équilibré entre deux systèmes, quand il y en a un qui s'effondre, l'autre ne reste pas au même endroit. Et le système social-libéral est passé ultra-libéral. Années 90, et l'argent devient le premier critère de la société. Le profit est l'objectif de la société. Et si vous prenez toute la littérature économique générale entre 90, 2000, 2005, l'argent et le succès par l'argent est devenu la priorité. Dire le contraire était vraiment être à côté de l'iceberg, c'était vraiment être has-been. C'était la réussite, mais au sens de la réussite de la profitabilité financière. Les premiers à contester ce schéma-là, c'est pas nous. Nous, on a plongé dedans avec les autres. C'est de manière surprenante, quand vous avez un balancier qui va à un extrême, ceux qui contestent, c'est ceux qui sont à l'autre extrême. C'est l'islam radical. C'est la chute des murs, c'est la chute des tours de New York. Le début de l'islam radical dit ça ne se passera pas comme ça. Et on n'en est pas sorti. Afghanistan, attentat en France, assassinat. Enfin, vous voyez, on est dans ça, Hamas et compagnie. Donc on est en plein dedans par rapport à ça. Et après, il y a eu une autre succession de crises. La crise financière de 2008. Au niveau de la crise financière de 2008, on a alors il faut quand même rappeler que c'est la crise de l'endettement des pauvres. Pour maintenir un système économique qui fait de la croissance, on dit comme les ménages qu'on va considérer de classe moyenne sont déjà pas mal endettés, maintenant on va endetter les pauvres. Puis heureusement l'immobilier va monter, puis on va réussir à passer le modèle et ça va continuer. Le problème, c'est que vous avez un krach immobilier, vous avez donc une bulle spéculative qui tombe, des banques qui tombent. Mais là, l'Europe, les États-Unis mobilisent énormément d'argent très vite pour que ça ne s'effondre pas. Ils ont certainement eu raison sur le plan de la macroéconomie. Le problème, c'est qu'on a traité les effets et on n'a pas traité les causes. Ce qui fait qu'on n'a jamais été, depuis ça, de plus en plus endetté. Et je ne vous parle pas de la crise du Covid, avec le quoi qu'il en coûte. Et quand on dépense autant d'argent et qu'on est en taux négatif, quand on se retrouve à des taux de 4, 5, 6, 7% aujourd'hui, ça ne fait pas du tout le même effet. Et ça pose des enjeux, et ça me semble pas très responsable vis-à-vis des générations futures. Et on a après donc cette crise financière, cette crise de l'endettement, on a cette crise pandémique, cette crise géopolitique, la crise de la famille avec le wokisme. Alors, il y a eu une bonne nouvelle dans le wokisme. Il y a une bonne et une très mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on ne prenait pas assez en compte les minorités. Et nous, peut-être y compris au niveau chrétien. On ne savait peut-être pas séparer le modèle de la personne. Et il y a eu certainement des jugements de personnes qui ont été déplacés de la part de chrétiens également. Mais par contre, le wokisme, c'est un phénomène qui a été bien plus loin que ça, c'est que maintenant, chaque minorité veut devenir majorité. C'est-à-dire que chaque minorité veut imposer son modèle en disant moi je suis comme ça, c'est ma liberté, mais non seulement c'est ma liberté, mais il faut que tout le monde devienne comme ça, il faut que d'ailleurs ça soit proposé à tout le monde à l'école, aux enfants, aux adultes, ainsi de suite. Et donc on est dans un schéma où il n'y a plus de gouvernance possible parce que tous les minoritaires veulent imposer leur modèle. Donc c'est quelque chose qui, à mon avis, est très très impactant pour la société. Donc ça crée une forme il y a la crise familiale, et donc vous avez aussi la crise géopolitique, Ukraine, et voilà, et globalement une montée de la violence par rapport à ça. Donc vous allez dire, pour quelqu'un qui vient parler d'espérance, c'est un peu plombant. Mais je pense qu'il faut partir de cette réalité-là. Parce que je pense qu'on est proche de la réalité quand on pose ces mots, cette situation-là. Donc la question, c'est face à cette réalité, est-ce que le monde doit changer ? Moi, je pense que le monde doit changer. Je pense que le monde doit changer parce que quand vous avez 25 à 28 milliardaires en fonction des études qui ont autant d'argent que 50% de la partie la plus pauvre de la population mondiale, on est dans un schéma qui ne peut pas continuer. C'est pas sérieux.
C'est pas sérieux. Donc le monde doit changer. Le monde doit changer, mais par contre, quand on dit ça, on est devant une petite difficulté. C'est que on voudrait que le monde change, mais on voudrait que ce soit les autres qui changent. Le problème de notre société, c'est qu'on voudrait que le monde change. On est sincère, mais on voudrait que ce soit les autres qui changent. Le monde, alors bonne ou mauvaise nouvelle, le monde ne changera que quand là où je suis moi, je ferai le pas de côté pour me mettre en mouvement sur quelque chose de nouveau. Peut-être touché par mes vulnérabilités, telles que Maxime l'a évoqué ce matin, mais ce qui est sûr, c'est que si je ne fais pas ce pas de côté, pour moi, je ne changerai pas le monde là où je suis. On ne nous demande pas de changer. Moi, je n'ai pas la capacité à traiter ce qui se passe en Israël et en Palestine tout de suite. Donc, ce n'est pas la peine que je perde beaucoup d'énergie sur le sujet. Et le problème, c'est qu'on est dans un monde où, finalement, on passe beaucoup de temps à commenter le monde, on passe beaucoup de temps à râler, mais ce qui nous manque, c'est des acteurs. Donc il faut arrêter de râler, il faut arrêter d'être spectateur du monde, et il faut devenir des acteurs. Ça me semble fondamental. Donc le monde doit changer, mais il ne changera que si chacun de nous, ici, et tous, on est tous concernés, se met à changer. Voilà, et arrête de râler pour ça. Alors pourquoi c'est complètement indispensable pour des chrétiens? Parce qu'on voit bien que toutes ces crises génèrent un certain désespoir légitime, et on sait qu'il va y avoir des chaos. On sait que les chaos, sincèrement, on est au début des chaos. Ça va être bien plus fort que ce qu'on est en train de vivre tout de suite. Les chaos vont être bien plus forts. Mais quand on est chrétien, quand le désespoir touche le monde, et tout le monde pense qu'on est en train de chuter et que tout va couler, le chrétien, il a un devoir d'espérance. L'espérance, c'est ce qui nous reste quand il n'y a plus d'espoir. Donc ça veut dire qu'on a un devoir de déployer une espérance qui va être proportionnelle au désespoir du monde. Donc c'est le moment ou jamais où il faut mettre en route son espérance, parce que c'est un devoir. C'est un devoir. Et pourquoi c'est un devoir? Parce que c'est prendre conscience que nous sommes co-créateurs du monde. Dieu nous a fait co-créateurs du monde. Pas pour râler et regarder le monde. Il nous a fait pour agir à cette transformation d'un monde meilleur là où on est. Donc par rapport à ça, donc il faut qu'on assume ce devoir d'espérance. C'est quelque chose de complètement clé. Mon espérance doit augmenter dans les périodes compliquées. Voilà. Et espérance rime avec persévérance. C'est pas, et dans un monde aujourd'hui, on a tendance à dire, allez, je vais faire un truc, mais le problème de notre monde, c'est qu'on ne le fait pas dans la durée. Pour avoir de la fécondité, il faut de l'espérance et il faut de la persévérance. On zappe trop. On zappe trop. On ne va pas au bout des choses par rapport à ça. Et quand on choisit quelque chose, il faut mieux prendre moins de choses et les mener en profondeur et aller jusqu'au bout de ces choses pour opérer des changements profonds. Donc il faut vraiment qu'on ait cette démarche-là, et il faut vraiment arrêter de râler. Voilà. Parce que les gens qui sont touchés par l'inflation, aujourd'hui il y en a, des gens qui sont au SMIC et autres, c'est compliqué pour des fins de mois. Il y a plus de 100 000 personnes au Resto du Cœur, donc pas loin de 20% en plus. Donc il y a des réalités compliquées. Moi, que ces gens-là râlent, je peux comprendre. Voilà. Mais moi qui suis du bon côté de la fracture sociale, j'ai plein d'amis qui râlent aussi. Pourtant, ils n'ont aucun problème financier. Et quand on est du bon côté de la fracture sociale, il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille. On a un devoir d'aller aider chaque personne, une par une, pour les ramener du bon côté. Il faut qu'on arrête de râler et de rester spectateur. Je me suis engagé à Fratello, ça fait longtemps que je suis engagé auprès des plus pauvres, à travers des insertions de prisonniers ou de personnes handicapées. Les seuls qui ne râlent pas, ce sont les exclus. Ils n'ont plus la force de râler. Et c'est cela qu'il faut qu'on entende, ça va rejoindre, je pense, ce que vous avez entendu ce matin. C'est cela qui doivent nous toucher par rapport à ça. Il faut qu'on se réveille par rapport à ça. Pourquoi il faut qu'on se réveille? Parce que, comme, je vais dire, pris par la société,
même si on est peut-être un petit peu plus éveillé que la moyenne. Si vous êtes là, comme moi, vous vous êtes posé ces questions-là et vous avez envie d'avancer. Mais malgré tout, on a tous été pris par cette société de l'hyperconsommation. On a été formaté à cette société de l'hyperconsommation. Et il faut se déprogrammer. Il faut se déprogrammer de cette société-là. On a été pris dans une société du toujours plus. Et donc, nous sommes comme des drogués qui avons besoin de notre dose de consommation supplémentaire. Et nous sommes pris, plus par le fait de jouir de ce que l'on a, nous sommes pris par la volonté d'accumulation et de possession. Et le problème, c'est que quand vous commencez à être pris par ce type de registre, vous êtes pris par la peur de perdre. C'est mortifère. Ça ne nous met pas en action. C'est mortifère parce que quand on accumule, on veut toujours accumuler plus. J'ai rencontré à des conférences des personnes qui viennent me voir après, oui, vous ne comprenez pas, moi j'ai 5 enfants, il me faut 5 appartes d'avance pour eux. Je dis, quelle désespérance, monsieur. Ayez confiance dans vos enfants. Ayez confiance dans vos enfants. Si vous allez bien et que vous leur amenez la joie, si vous leur révélez leur talent, ne vous inquiétez pas, ils vont se déployer. Alors moi, j'ai certainement eu la chance de vivre chez des parents avec des parents agriculteurs, dans lesquels j'ai été très aimé, et on avait des conditions matérielles modestes, mais j'ai pu goûter que le bonheur ne dépendait pas du matériel. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais finalement tout reçu dans ma jeunesse. Et peut-être qu'on est quelques-uns comme ça ici, par rapport à ça. Et je ne me rendais pas compte quand j'avais 14 ans, 15 ans, sur ça. Et donc il faut qu'on quitte cette volonté d'accumuler pour trouver la joie de donner et de partager. C'est complètement nécessaire. Il faut quitter la peur de perdre pour basculer dans la joie de donner. Je dirais presque dans la joie de se donner, pour ceux qui ont envie d'aller un grand peu plus loin. Il faut retrouver la joie de donner et retrouver la joie de se donner. Pour le faire, il faut accepter que nous-mêmes, on a été pris dans cette société d'hyperconsommation, que, comme les autres, on a besoin de notre dose de consommation. On est pris dans la convoitise, voilà. Et l'enjeu, c'est à nouveau, c'est d'arrêter de vouloir des choses nouvelles, c'est d'apprendre à redésirer ce qu'on a déjà. Est-ce qu'on est capable d'apprendre à redésirer ce qu'on a déjà dans notre vie? Et ce qui fait que dans ces cas-là, notre ordinaire peut redevenir extraordinaire. C'est peut-être ça un peu l'espérance. C'est que notre ordinaire soit à nouveau extraordinaire. Quel dommage de courir, de s'agiter pendant 40 ans, 50 ans, 70 ans après des biens et d'oublier que chaque jour est extraordinaire. Ça vaut le coup de s'arrêter pour se poser cette question en disant comment je peux rendre mon extraordinaire ordinaire. Et donc ça veut dire que nous sommes devenus des individus individualistes. Voilà. Et cette somme des individualistes, individualistes, on n'est pas loin, hein, cette somme des individualistes ne fera jamais le bien commun. On en a la preuve. Les milliardaires qui même ont beaucoup, sont en train de se battre entre Jeff Bezos, Elon Musk, de savoir qui va en avoir le plus, qui va aller le plus vite sur Mars ou autre. On est dans un truc de dingue. Par rapport à ça, donc il faut changer absolument le modèle et repartir d'un modèle de bien commun. Il faut qu'on reprenne, alors vous avez tout ça dans la pensée sociale chrétienne, dans la doctrine sociale chrétienne, il faut repartir d'un modèle collectif. Par rapport à ça. Si la somme des individualismes ne fait pas le bien commun, il faut repartir d'un projet de bien commun. Et le principe d'un projet de bien commun, c'est qu'il y a un collectif, c'est qu'il y a des communs, c'est qu'on apprend à vivre ensemble. On en est loin. Quand dans les banlieues, les jeunes brûlent leurs communs. Ils brûlent tout ce qu'il y a dans leur quartier qui pourrait être commun. Donc ça dit à quel point il y a une désespérance, une violence. Il ne faut pas leur en vouloir individuellement, parce qu'on a co-fabriqué ça par rapport à ça. Mais ça veut dire qu'il faut retrouver ce sens du projet commun, et il faut retrouver ce sens du projet commun dans lequel on permet à chacun de rétablir sa dignité. Le bien commun, c'est un projet collectif qui a vocation à rétablir la dignité de chacun, et s'il y en a
un qui ne l'a pas encore rétabli, on doit tous encore être en mouvement pour lui permettre de le rétablir. Pas un schéma d'exclusion. Il nous faut sortir d'un schéma d'exclusion. Et ce schéma de l'individualisme a fait qu'on exclut de plus en plus de monde. Et on dit, on ne comprend pas qu'il vote extrême. Traitons les causes, et il y aura beaucoup moins de votes extrêmes. Par rapport à ça, je n'ai pas d'avis sur chacun ses convictions politiques, et je n'ai pas de jugement à donner. Mais ce qui est sûr, c'est que le populisme est fabriqué. On fabrique le populisme. Aujourd'hui, avec l'approche qui est la nôtre, on fabrique du populisme. Donc il faut absolument qu'on change ce modèle. Et dans un monde qui ne pense plus, c'est intéressant que vous arrêtiez, et je le fais moi aussi plein de fois, il faut s'arrêter parce qu'il faut être capable de porter une parole où on pense. Voilà. Le monde ne pense plus, les politiques ne pensent plus. Pour les dernières législatives, j'ai été sollicité par 3 partis en disant c'est intéressant parce que au moins vous avez une pensée. Et c'est une bonne nouvelle parce que quand ces approches du bien commun, moi ça fait une quinzaine d'années que je travaille cette question de manière assez dense. Il y a 15 ans, sincèrement, ça n'avait pas d'écho. Et de plus en plus, et c'est là que, bien sûr qu'il y a des chaos, mais nous, en tant que chrétiens, avec l'espérance, il nous faut voir l'émergence de ce monde nouveau. Et il nous faut œuvrer à ce monde nouveau. Et voilà, et c'est pas nous qui allons tout changer. Détendons-nous avec le résultat. L'important, c'est d'être cohérent et de semer là où on est par rapport à ça. Donc il faut qu'on soit ces acteurs d'émergence d'un monde nouveau. L'espérance, c'est ça. C'est de croire que, voilà, certainement, on va revenir après sur la prière, sur la relation à Dieu, qui nourrit l'espérance, qui est même au cœur de l'espérance. C'est en étant dans cette dynamique-là qu'on va transformer les choses. Pour porter un projet de bien commun, il faut 4 choses, à mes yeux, voilà, dans l'analyse que j'ai faite. La première, c'est de retrouver sa liberté d'entreprendre sa vie. Voilà. Comme je vous ai dit qu'on pense être libre, et on n'est pas libre. On est esclave de notre consommation. Donc ça veut dire que si on est esclave, il faut reprendre sa liberté. Il faut se réveiller, reprendre sa liberté en main, et de se dire, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie ? J'avais un ami qui accompagnait des personnes dans les phases terminales de cancer et soins palliatifs. Et c'était un monsieur qui avait 82, 83 ans à l'époque. Et il me disait, ce qui est beau à la fin, quand j'accompagne ces personnes-là, c'est que dans les dernières heures, dernières semaines, ils nous disent ce qu'ils ont aimé faire dans leur vie. Voilà. Ils nous disent aussi ce qu'ils auraient aimé faire et qu'ils n'ont pas osé faire. Voilà. Il dit, mais ça leur fait beaucoup de bien déjà d'en parler. Puis on repart, il me met la main sur l'épaule et il me dit, Philippe, quand même, quel dommage qu'il ne l'ait pas fait 30, 40, 50 ou 60 ans plus tôt. Pour réveiller sa liberté d'entreprendre, il faut se dire, si j'avais 85, 90 ans, et que je relisais ma vie, vous pouvez le faire, ça ne fait pas mourir, je vous assure. Faites-le, ça ne fait pas mourir. Moi, je l'ai fait, ça a été très éclairant pour moi. C'est que quand je fais cette projection-là, je me dis, mais qu'est-ce que j'aurais aimé d'avoir fait de ma vie ? Dans la vie, arrêtez de vouloir essayer de représenter une vitrine de ce que vous n'êtes pas. Il faut que votre vie, vous ayez fait ce que vous avez en vous, le plus profond par rapport à ça. On a reçu des talents du Créateur. L'enjeu, c'est d'arrêter de les enfouir et de les mettre en mouvement. Voilà. Si on ne fait que ça dans sa vie, je pense qu'une vie est relativement réussie. C'est-à-dire honorer ce que j'ai reçu par rapport à ça. Je devrais honorer ce que j'ai reçu et j'ai tendance à passer mon temps à vouloir être une représentation de ce que je ne suis pas. Mais parce que je suis dans tel environnement social, parce que j'ai été éduqué comme ça, parce que je me suis fait mon film qu'il fallait que les autres me voient comme ça. Et finalement, j'utilise 40-50% de mon énergie à être quelqu'un que je ne suis pas. Si vous passiez 100% de votre énergie à être vous, c'est le deviens ce que tu es, voilà. Mais c'est surtout, c'est honorer les talents du Créateur qu'on a reçus. Pour moi, c'est cette dynamique
du fait d'entreprendre sa vie. Tout le monde ne sera pas entrepreneur comme moi, comme Maxime et autres, mais tout le monde peut entreprendre sa vie en étant professeur, en ayant une vocation de sacerdoce ou de frère, en étant, je vais dire, agriculteur, en étant infirmier. Voilà. Tout le monde a à entreprendre sa vie, tout le monde a identifié et à déployer ses talents. C'est quoi ces talents? C'est ce que l'on fait, c'est ce qui crée de la valeur quand on le fait de manière naturelle et fluide et qui déclenche le meilleur des autres. Il faudrait passer 100% de son temps sur les sujets où on crée de la valeur de manière fluide et naturelle et qui fait du bien aux autres. Ça peut être simplement en se faisant présence auprès d'un pauvre. Pas besoin de faire des trucs extraordinaires. Mais chacun a reçu des talents qui sont différents par rapport à ça. Donc, ne cherchez pas à dire « j'ai entendu un tel, il est super, je vais faire comme lui ». Non, ça, c'est une nouvelle vitrine. Et ça, c'est une nouvelle vitrine. L'enjeu, c'est de se dire « qu'est-ce qui résonne en moi ?» Vous êtes dans ce temps-là de 2 jours. Prenez ce temps de descendre en vous pour vous dire « tiens, qu'est-ce que l'Esprit Saint pourrait me dire de ce à quoi je me sens appelé ?» Et là, après, il faut le courage d'y aller. Il faut y aller. Il ne faut plus se poser de questions. Donc, pourquoi il ne faut plus se poser de questions? Parce qu'on doit être ce co-créateur qui s'empare du monde là où on est. Et en s'emparant de la modernité du monde aussi. Moi, je ne crois pas que le monde, ça sera de revenir en arrière et d'espérer ce qu'on a vécu il y a 40 ans, 50 ans. C'est Boris Cyrulnik qui dit il y a des gens qui sont névrosés parce qu'ils n'arrivent pas à dépasser le passé qui ne passe pas. Voilà. Ils n'arrivent pas à dépasser le passé qui ne passe pas. Vous les rencontrez, ils ne parlent que du passé. Mais non, c'est pas ça. Le passé peut nous être utile pour beaucoup de sujets, mais l'enjeu, c'est de vivre le présent avec cette espérance d'un futur meilleur par rapport à ça, et avec l'envie d'y contribuer et d'y œuvrer. Donc, c'est ces 2 premiers points. Les 2 autres points sur lesquels on va pouvoir bâtir cette société du bien commun, cette économie du bien commun, je pense que vous l'avez touché ce matin largement du doigt avec Maxime, c'est l'inclusion des plus fragiles. Hein. Et 3e, c'est le respect de la planète. Le 4e, c'est le respect de la planète. Ces 2 derniers n'étaient que des options dans la société où on était. Il faut qu'on les intègre dans les modèles économiques. Il faut qu'on les intègre dans les modèles de société. En disant, est-ce que chacun de nous, est-ce que moi je m'occupe d'un plus fragile, simplement? À Fratello, donc on s'occupe de la Journée mondiale des pauvres, on a mis dans nos statuts du CA qu'on ne peut pas être administrateur si on n'est pas devenu ami avec le plus pauvre. C'est exigeant par rapport à ça, mais je pense que ça change les choses. Pourquoi? Parce que quand on va s'occuper des plus précaires, on leur fait du bien et ça nous fait du bien. Il ne faut pas se priver de se faire du bien. Dans une société où quand même pas mal de trucs anxiogènes, faites-vous du bien, osez aller aider ces personnes-là, parce qu'on commence à goûter la joie de donner. Voilà. Le 2e point, c'est que quand on va leur faire du bien, on pense que c'est nous qui allons les aider, c'est eux qui nous font le plus grand cadeau de nous révéler notre vulnérabilité. C'est-à-dire qu'on va pour les aider, et finalement, il y a un contre-don qui est bien plus important. Et moi, quand j'ai accompagné des prisonniers, et quand vous accompagnez des gens qui ont vécu des choses très difficiles, au bout de la 2e, 3e séquence, à un moment, on pense qu'on va passer, et là, ils vous rentrent dedans. Et ils viennent toucher toute votre vulnérabilité par rapport à ça. Et je me suis souvent senti petit. J'ai appris beaucoup plus en management auprès des personnes fragiles que dans les grands cours de management et autres que j'ai pu avoir par ailleurs par rapport à ça. Donc le fait d'aller aider, on reçoit beaucoup plus parce qu'on peut identifier notre vulnérabilité et on peut peut-être traverser notre vulnérabilité, ce qui fait qu'on devient dans quelque chose qui devient assez inspirant. Le 3e point, pour moi, le 3e point, c'est qu'on peut devenir ce qu'il y a de plus beau, ami. Quand on rencontre quelqu'un et qui nous fait le cadeau de nous révéler notre vulnérabilité, l'étape suivante, c'est d'oser être son ami. Pas celui qui l'aide, mais celui qui est ami. Ce matin, j'étais avec Jean-Claude
à Laval, qui est un SDF qu'on a réussi. Il nous a fallu 10 ans pour qu'il arrête de vouloir dormir dans sa tente au pied de la Mayenne et autres. Maintenant, il a un petit appartement avec un logement social. Et les choses ont évolué quand on a arrêté de vouloir qu'il soit dans un appartement. Quand on l'a respecté tel qu'il était. Quand on l'a aimé tel qu'il était. Et c'est lui qui a décidé par rapport à ça, sur ça. Et donc, il faut qu'on arrête de vouloir changer les gens à leur place par rapport à ça. C'est en se faisant amis d'eux qu'on va leur révéler qu'ils sont aimables et aimés. Et donc, ils vont retrouver leur dignité. Parfois, on organise un petit chantier. Là, ce midi, il était à ramasser. Il aide à la fin du marché à ramasser les choses. Et puis, il va toucher ses 50 €. Ben, il retrouve la fierté de travailler et autres. Et c'est important parce que le travail concourt à la dignité par rapport à ça. Mais il faut remettre en route tout ça. Et le 4e cadeau de la rencontre du plus fragile, c'est que quand on est chrétien, on a envie de rencontrer le Christ. Il suffit d'aller rencontrer le plus fragile, vous rencontrez le Christ. C'est pas plus compliqué que ça. Moi, c'est sur mon chemin, c'est les plus petits qui m'ont parlé. Voilà. Et à tel point que quand j'ai pris la présidence des EDC à Strasbourg, je suis revenu, j'avais mon délégué syndical, quelqu'un qui était bac-7, il n'avait pas du tout fait d'études. Voilà. Bac-7, mais il était un opérateur de mesure dans le Nord Mayenne. Et mon assistante, il partait à la retraite, elle me dit, mais il n'a pas voulu qu'on organise un pot de départ. Donc je l'ai appelé. J'ai dit, Stéphane, non, on va organiser un pot de départ pour vous. Faites-moi confiance, on a prévu le 2 mai. J'avais dit à Véronique, est-ce que tu lui as dit que c'était nous qui payons? Parce que quelqu'un de très modeste, si vous invitez 200, 300 personnes, il se dit, oulala. Parce que quand tout va bien, on ne pense pas à ça, mais ces personnes-là sont devant ces réalités-là. Et donc, je lui dis, non. Il me dit, bah, ok, mais dans ces cas-là, le samedi 5 mai, on fera quelque chose ensemble. Je dis, je bloque mon après-midi. Le 2 mai, on fait son pot de départ. C'est bien passé. Il était très heureux, finalement. Et le 2 mai au soir, il repart, il dit au revoir à tout le monde. Et je dis, mais qu'est-ce que l'on fait le samedi? Et là, il me dit, ben, samedi, on va aller prier la Vierge de Pontmain. Et il m'a révélé que quand je me suis engagé comme président de région des EDC en 2007, avec son épouse, dans la prière, il a eu l'appel à s'engager comme délégué syndical. Pour que je n'ai pas de problème dans mon engagement aux EDC. Et c'est cette personne-là, alors pourquoi ça a été lui qui m'a le plus éclairé? Parce que à l'époque où j'étais président national des EDC, je pouvais avoir accès à tous les évêques, tous les théologiens, tous les meilleurs de la communauté Saint-Jean et des autres communautés par rapport à ça. Et finalement, lui, il m'a dit, avec mon épouse, on a pensé qu'il faudrait prier les oraisons de Sainte-Brigitte. Et si vous voulez, Philippe, tous les matins, on va les prier si vous voulez prier. Et donc, on s'est mis ensemble. Et donc, je me suis mis à l'école de ce plus fragile. Voilà. Et je pense que la fécondité des EDC, qui est un mouvement qui est en fort développement, quelque part, mon Stéphane Béchet, il a été un des plus grands contributeurs par ses prières de cette fécondité-là. Et donc, n'allons pas chercher toujours ailleurs. Voilà. Le Seigneur met sur notre chemin, à travers les plus petits, les bonnes personnes, parce que ces personnes-là ne sont pas des courtisans. Ils vous disent la vérité. Et donc, il faut savoir les écouter simplement. Il faut savoir s'arrêter à leur côté et cheminer par rapport à ça. Et donc, c'est pour ça que je pense que cette inclusion des plus fragiles, c'est quasiment la fécondité de la société par rapport à ça. C'est la base d'une société féconde. Et le dernier point, c'est la planète. Donc c'est l'autre partie de Laudato Si, le cri des pauvres, le cri de la planète. C'est prendre conscience, peut-être, alors moi à 57 ans, j'ai l'humilité de me dire que je me suis planté pendant des années sur le diagnostic. Voilà, fils d'agriculteur, Europe Écologie Les Verts, c'est pas notre truc. Et donc pendant des années, j'ai cru qu'il se plantait. Alors pourquoi on rejetait finalement ce parti politique chez mes parents? Simplement parce qu'ils avaient un côté libertaire et liberticide sur tous les sujets de sociétaux. Et en fin de compte, on a tout rejeté en même temps. Alors qu'ils avaient raison sur le diagnostic du réchauffement du climat, par exemple. Et donc je pense qu'il faut aujourd'hui avoir cette capacité à savoir dire qu'on s'est trompé
sur des sujets. Moi, je me dis, je me suis trompé. Ce qui m'a amené, quand on reconnaît pas qu'on s'est trompé, quand on se réconcilie pas avec soi et avec la vérité, on peut pas bâtir du solide. Et comme je travaillais pour l'agriculture, on a travaillé, on a complètement infléchi le modèle, et en 10 ans, on est devenu le premier accompagnateur de l'agriculture bas carbone. On est devenu un des leaders dans l'autonomie protéique en Europe, sur les modèles. Donc, et ça, il faut qu'on a tous des moments où on doit remettre en cause des convictions qu'on s'est forgées et qui ne sont pas justes par rapport à ça, et savoir faire le tri en se disant, il n'y a jamais le blanc et le noir. Il faut aller chercher dans l'altérité, il faut aller chercher dans l'autre. Ça a été une bonne leçon pour moi. Toutes les bonnes choses que je devais prendre sur ça, parce que toutes les personnes ont des choses à apporter, mais parfois on a tendance à les mettre dans des catégories beaucoup trop vite sur ça. Et donc, ça m'a amené à quoi? Ça m'a amené à me dire qu'il fallait avancer vers la sobriété heureuse. Voilà. Il faut retrouver cette sobriété heureuse. Et j'ai travaillé avec un groupe de Jancovici, pour ceux qui connaissent, sur Carbone 4, sur la partie agricole, avec Juliette Deck, qui est une de ses adjointes. Et à un moment, il nous a interpellés en disant, mais nous, on a posé les bases physiques, quasiment mathématiques, de ce qu'il faudrait faire. Et il s'adresse à nous en disant, mais vous, les religieux, parce qu'il est athée, donc tout ce qui est spirituel est devenu religieux, et il nous dit, vous, les religieux, c'est vous qui devez changer le modèle. Et on lui dit, mais pourquoi? Il dit, parce que moi, je suis incapable d'expliquer que la sobriété, ça rend heureux. Vous avez dans votre modèle de base le fait que la sobriété, ça rend heureux par rapport à ça. Si on coupe avec cette société d'hyperconsommation par rapport à ça. Et donc, il faut retrouver cette sobriété heureuse. Il faut se réconcilier avec une écologie, pas une écologie dans laquelle on ramène l'homme à un animal classique, pas une écologie dans laquelle il faudrait figer les choses et qu'il n'y ait plus rien qu'une bouche, ça serait nier la co-création et la suite de l'histoire. Une vraie écologie intégrale. Une vraie écologie intégrale dans laquelle toutes les dimensions sont embarquées, et c'est pas parce que l'homme n'a pas toujours été un très bon gestionnaire, il faut quand même le dire, on n'aura jamais consommé autant d'énergie fossile en si peu de temps, et des millions d'années consommées en centaines d'années. Vous voyez le rapport, il y a un petit truc qui déconne par rapport à ça, mais c'est pas parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été bien faites qu'on ne peut pas se prendre en main aujourd'hui pour bien les faire. Donc, mais là encore, il faut accepter que ce monde doit changer et que moi, je dois faire ce pas de côté pour moi-même devenir un acteur positif de l'écologie. On a besoin, je pense, que se réconcilier avec la création, ça aide à se réconcilier avec soi. Je suis convaincu. Et moi, en vivant comme fils d'agriculteur avec la création, je me suis rendu compte que ça m'a amené beaucoup de fondamentaux qui me permettent aujourd'hui d'avancer sur mon chemin de vie. Donc c'est toutes ces approches-là qu'il faut continuer à avancer. Après, quelles vertus faudrait embarquer pour le faire? Je vais dire, au-delà des vertus théologales que vous connaissez bien, c'est de reprendre les vertus classiques. C'est-à-dire que dans un monde, je vais dire, dans lequel on n'entreprend pas, il faut retrouver la vertu de prudence, qui bizarrement est une vertu d'entreprise. Telle qu'elle est présentée, la vertu de prudence, c'est d'entreprendre avec prudence. Mais c'est pas de ne pas entreprendre du tout. Donc entreprenez ce que vous avez envie d'opérer en vous, mais faites-le avec certaine prudence, allez vers des projets qui vous semblent intéressants. Il faut le faire quand même avec des grandes idées. Moi, j'ai constaté que quand on avait des petites idées, on avait des petits projets et des petites énergies. Quand on a des grandes idées, on a des grands projets et ça crée des grands niveaux d'énergie. Et je trouvais que c'était pas plus compliqué d'organiser des grands trucs que des petits trucs. Donc je me dis, maintenant j'organise un peu de plus des grands trucs. Voilà. Mais d'autres vont faire un petit truc et ça va être très bien, un endroit où on est tous un peu différents par rapport à ça. Mais il faut retrouver cette vertu de liberté d'entreprendre avec prudence. Il faut, dans un monde qui est devenu faible, parce que finalement tout le monde se présente avec des vitrines fortes, mais toutes les arrière-boutiques tremblent
Les êtres humains ne se sont jamais sentis aussi nuls. Donc ça tremble de partout et tout le monde dit qu'on est fort. Non. La vraie force, la vertu de force qu'il faut retrouver, c'est de traverser sa vulnérabilité. Donc la vertu de force, c'est quoi? C'est pour moi, telle que je la ressens chez moi, je ne suis pas un spécialiste en théologie de la vertu de force, mais telle que je la vis chez moi, c'est le courage de déployer mon talent et la capacité à traverser ma vulnérabilité, à sourire de ma vulnérabilité par rapport à ça, et à sourire de celle de mes parents, à celle de mes amis. Quand on est réconcilié avec notre vulnérabilité, on peut faire des très grandes choses derrière. C'est deuxième. Après, il faut retrouver dans un monde de convoitise, il faut retrouver la tempérance. Il faut arrêter d'être jaloux des autres. Il faut arrêter d'être jaloux des autres. Ça nous pourrit la vie. Ça, voilà. Arrêtons d'être jaloux, que quand je vois les histoires d'héritage, les choses où les gens se font des nœuds dans la tête, ils sont complètement névrosés. Enfin, non, vivons la vie. Alors bien sûr que de temps en temps, il faut défendre ses intérêts, mais quand on voit que les gens se pourrissent leurs 20, 30 dernières années de vie pour des histoires sur une maison ou un truc, on se dit, il y a un truc qui va pas bien, enfin, il y a un truc qui va pas bien. Et donc il faut retrouver la tempérance. Il faut retrouver ce sens de l'équilibre de la vie dans lequel on est complet. Et l'écologie intégrale, c'est quoi? C'est de l'écosystémie. Il faut arrêter les schémas linéaires où on pousse tout à sa toxicité pour retrouver des schémas équilibrés. Donc c'est la tempérance par rapport à ça. Et puis dans un monde où chacun ne pense qu'à faire des coups, il faut retrouver la vertu de justice. Voilà. Comme le monde ne va pas bien, les gens sont presque prêts à piller le monde. En se disant, comme tout est à peu près foutu, il y a des chaos qui vont être plus grands, autant que tout ce que je peux prendre pour moi, même si c'est à moitié honnête, je vais le faire. Les gens, on leur apprend aujourd'hui à faire des coups. Quand on fait un coup, il y a un gagnant et il y a un perdant. On ne peut pas construire le bien commun avec un gagnant et un perdant. Il faut construire des schémas gagnant-gagnant. Donc la vertu de justice, c'est quand je fais quelque chose, je vérifie que c'est juste. Voilà. Quand on gagne de l'argent dans une entreprise, moi je l'ai vécu dans un groupe qui s'est beaucoup développé, quel sens on a sur le partage avec les salariés de l'entreprise? Qu'est-ce qu'on fait en mécénat pour les gens qui ne sont pas dans l'entreprise et qui sont exclus de la société? Voilà, c'est cette notion, il faut retrouver cette notion de justice et d'arrêter de vouloir faire des coups. Parce qu'aujourd'hui, tout nous est présenté, y compris encore plus avec le digital, quasiment vous avez le moins 40%, vous allez faire un coup. Enfin, voilà. Et finalement, où est-ce que c'est produit? Comment ça se passe et autres? Il faut peut-être s'arrêter pour vérifier la cohérence de tout ça. Est-ce que je dois faire des coups? Voilà. Et je pense que quand on arrête de faire des coups, on consomme moins. Voilà. Je pense qu'il faut mieux acheter au juste prix des choses et se dire je concours à quelque chose d'équilibré au niveau local, au niveau de cohérent. Il faut mieux que j'en achète moins. Voilà. Le but, c'est pas d'avoir maximisé la possession. Et vous voyez bien que dès qu'on quitte la notion de la possession pour la notion de jouir de la chose, aujourd'hui, il y a plein de gens qui achètent des choses dont ils ne peuvent plus jouir. Dramatique. Dramatique. Il faut acheter au moins que ce qu'on peut utiliser. Il y a des gens qui ont 4 maisons. C'est ce qu'on va faire avec 4 maisons. Alors qu'il y en a qui n'ont plus de maison. Ouais. Donc là, le bon indicateur, je trouve, moi, c'est est-ce qu'on en profite? Si on a des biens, tous les biens dont on ne profite pas, j'ai tendance à dire il faut les donner. Il faut les donner. Il faut se débarrasser, il faut s'alléger pour vraiment en faire une opération de bien commun. Ça va faire, pour d'autres personnes, ce bien, il est énorme. Donc c'est quand même mieux de le remettre dans le cycle de la vie. Voilà. C'est comme d'avoir de l'argent. C'est pas un souci si vous gagnez votre vie, mais la question, c'est ce que vous en faites. Si vous réentreprenez pour des start-upers qui créent des sociétés qui vont créer de l'emploi et autres, il y a zéro souci d'avoir de l'argent. On ne va pas se priver. Il n'y a pas de honte non plus à avoir de l'argent. La question est toujours, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que je le fais pour le garder pour moi et quasiment construire des murs afin que personne n'y touche? Ou est-ce que je partage? Où est-ce que je partage?
Est-ce que j'ai cette joie de le partager? Donc c'est ce chemin-là que je vous invite vraiment à opérer. Donc, et dans ce chemin-là, quand on retrouve sa liberté d'entreprendre, qu'on prend conscience qu'on est ce co-créateur, que le fait que je deviens ami du plus fragile, donc en devenant ami du plus fragile, quelque part je deviens ami de Jésus. Quand je prends conscience que cette écologie, cette reconnexion à la nature me fait du bien et qu'elle me permet de me réconcilier avec moi, ça nous fait beaucoup de chemin et peut-être ça nous coupe des violences du monde. Une des grandes violences du monde aujourd'hui, c'est que le monde est divisé. Le monde est divisé. Mais comment voulez que le monde soit dans l'unité, ce qui est pourtant si précieux? L'être humain est divisé. Donc c'est normal que des êtres humains divisés, éclatés, schizophrènes, créent un monde divisé, éclaté, schizophrène. Donc c'est là où je suis si je redeviens cette personne alignée, avec un cœur ouvert, avec une tête qui développe son intelligence, avec une conscience, une âme, avec un corps qui a envie de se mettre en mouvement pour agir pour le monde, je vais recréer de l'unité. Ça me semble important. Et là où on est-ce qu'on est acteur d'unité? Voilà. C'est pour moi un élément clé. Notre monde est divisé. Voilà. Et tant qu'il y a de la division, il ne peut pas y avoir de fruits. Et donc il faut recréer cette unité. Cette unité, c'est la communion. Il faut recréer cet esprit le bien commun passe avec un esprit de communion. Donc je vous dis tout ça. Et puis, malgré tout, moi, je suis chrétien, donc je vais prier un peu aussi sur ça. Mais je me suis rendu compte qu'en priant régulièrement un peu, j'avais pas tout à fait cette fécondité que l'Évangile annonce à x30, x60, x100. Donc j'étais à la fois content d'être sur un chemin en disant, voilà, les ODC m'ont beaucoup aidé, je me suis formé, je me suis mis en mouvement, ces prisonniers accompagnés m'ont aidé, ces salariés m'ont aidé et autres. Mais les gens me disaient que c'était fécond et moi je trouvais que c'était pas fécond. C'est bizarre. J'avais un double sentiment. Et j'ai compris pourquoi. Et je vais vous le livrer. Ce que j'ai compris, c'est que finalement, je m'occupais de l'important. Tout ce que je vous ai dit est important. Donc, je m'occupais de l'important. Mais finalement, je mettais un peu d'essentiel au-dessus de l'important. Mais un petit peu. Un peu de prière, un peu de choses comme ça. Un peu de sacrement de réconciliation, un peu de tout ça. Mais j'ai compris à un moment que je ne commençais pas par le bon endroit. C'est le jour où j'ai compris que finalement, j'étais appelé à la vie éternelle. Que le chrétien est un être céleste, voilà, de passage sur terre. Le jour où j'ai fait ce changement de paradigme, ça n'a pas changé un peu ma vie, ça a changé toute ma vie. Ça a même transfiguré ma vie. Par rapport à ça, quand on est dans la dynamique que je vous exposais dans le début, c'est une dynamique vertueuse et autre, mais parfois on a du mal à l'atteindre. Alors que quand on change de paradigme et qu'on se dit, mais je suis un être de céleste, de passage sur terre, qu'est-ce qui se passe? Je fais le constat, et c'est une réalité, que j'ai déjà tout reçu par le baptême. Est-ce que j'ai conscience que finalement, ça fait des fois 20, 30, 40, 50 ans que je m'agite à conquérir plein de choses, alors que j'avais déjà tout reçu? L'essentiel. Donc comme j'ai déjà tout reçu l'essentiel, ma vie, qu'est-ce qu'elle devrait être? Ma vie devrait être louange. Et ça faisait 40 ans que je râlais, régulièrement. L'enjeu, c'est de prendre conscience que comme j'ai tout reçu par le baptême, ma vie a simplement à être louange et grâce. Voilà. Et cette dynamique de louange et grâce ne me coupe pas de l'agir dans le monde. Mais elle me permet de retrouver ce qui me semble fondamental, qui est l'émerveillement. Notre vie, nos vies, notre monde a perdu cette capacité à s'émerveiller. Voilà. Et encore plus. Donc il faut qu'on redéveloppe l'émerveillement. Et l'émerveillement commence par le fait de retrouver la louange et retrouver la grâce. Voilà. On a tout reçu, et la seule chose qu'on a à faire, c'est d'enlever ce qui est en nous, qui fait obstacle à l'action du Seigneur. Moi, j'ai compris ça. Depuis que j'ai compris ça, tout va plus vite, tout va mieux. Par rapport à ça, je ne dis pas qu'il n'y a pas encore des petites chutes de temps en temps, mais je me relève plus vite, j'avance plus vite par rapport à ça. Et donc, il faut qu'on enlève en nous tout ce qui fait obstacle à ça.
Et ça veut dire qu'il faut qu'on lâche prise. C'est peut-être le plus compliqué pour l'être humain. Merci. Merci. Il faut qu'on lâche prise. Il faut qu'on lâche prise parce que c'est fondamental. Et lâcher prise, c'est quoi? Ben, c'est aussi relire sa vie. C'est aussi relire sa vie. Pour moi, le lâcher prise, pour moi, pour mon épouse, que c'est quelque chose qu'on a fait en couple, c'est comprendre qu'on a reçu beaucoup de choses dans notre vie de positif, notamment de nos parents, fratries, amis et autres, mais que depuis notre baptême, on a été aussi beaucoup abîmés par des épreuves, par plein de choses compliquées dans notre vie, qui nous ont amenés parfois à fermer notre cœur. Et quand on comprend ça, pour moi, ça a été clé. Pour Pascal, mon épouse aussi, parce qu'elle a eu un épisode difficile quand mon beau-frère s'est tué en montagne, donc elle a fait une profonde dépression. On a compris que finalement, il fallait qu'on prenne de notre environnement tout ce qui était bien, mais il faut qu'on lâche prise de tous les tocs, de toutes les blessures, voilà, qu'on avait reçues sur notre chemin de vie. Il fallait qu'on arrive à déposer ça. Et finalement, on a continué pendant 30-40 ans à essayer de conquérir le monde. On était chargés comme des mules et on ne déposait pas ça, parce que nos cœurs n'étaient pas 100% ouverts. Et le jour où on a compris ça, on a été beaucoup plus heureux, parce que de nos parents, on a pris tout ce qu'il y avait de bien, et puis on s'est dit, mais on va les aimer, y compris pour leurs limites, on ne va pas les changer. Mais on a compris d'ailleurs que mon beau-père, qui nous avait créé beaucoup de soucis, il avait été blessé par son père. Et que tout ça, c'était que des chaînes de blessures involontaires. Ça ne veut pas dire qu'il n'aimait pas sa fille ou autre, ou qu'il n'aimait pas son fils qui est décédé et pour qui ça avait été très dur entre eux. Donc c'est de comprendre que l'être humain est blessé et qu'il faut lâcher prise pour mettre fin aux chaînes de blessures. Pour nous, ça a été clé parce que ça nous a permis de comprendre que ces chaînes de blessures-là, on pouvait les arrêter et protéger nos 4 enfants de ça. Je ne sais pas si nous, tous les deux, on aurait eu le courage de le faire. Parce que nos boulets, finalement, c'est un peu, on avance avec nos boulets dans la vie. On a nos boulets en main, on dit, faudrait couper le boulet, c'est pas terrible. Mais on dit, ouais, mais j'y suis un peu habitué, ça fait 30 ans que je l'aime, mon boulet, c'est devenu mon ami, c'est mes imperfections, c'est devenu un peu moi-même, voilà. Et puis, faut que tu m'acceptes tel que je suis. Enfin, vous voyez bien, dans les couples, c'est tout ce qu'on peut se dire par rapport à ça. Donc non, il faut vraiment lâcher prise, parce que quand on lâche prise et qu'on met fin aux chaînes de blessures, c'est peut-être la chose la plus essentielle que l'on fait dans sa vie. Et si on fait ça, ça veut dire qu'on se met sur le roc, on se met vraiment sur le roc. Et quand on se met vraiment sur le roc, je pense qu'on peut commencer à viser cette fécondité à x30, x60, parce que cette fécondité divine, contrairement à la fécondité humaine, tout nous est donné. Tout nous est donné. Et donc l'enjeu, c'est comment je dépose tout ce qui est trop lourd. Voilà, je dis souvent, quand je voyais des salariés qui arrivaient en disant, mais c'est compliqué, ma vie et autres, je dis, vous savez, vous me faites penser à quelqu'un qui avance ou qui va aller faire 10 km à pied avec une armure du Moyen-Âge. Vous avez le droit de la garder. Voilà. Je dis surtout à 30 ans, vous êtes encore capable de faire les 10 km avec l'armure du Moyen-Âge. Mais quel dommage de ne pas la déposer. Et en fin de compte, toutes ces blessures de vie, c'est devenu un peu comme des armures, puis on est devenu lourd. Voilà. Et pour trouver cette capacité à accueillir l'espérance, pour trouver cette capacité à agir dans le monde avec fécondité, finalement, dans un monde dangereux, parce que le monde est anxiogène, parce que le monde a des dangers, il faut oser déposer l'armure. Il faut oser déposer cette armure-là. Et parfois, il faut le faire plusieurs fois dans sa vie, parce qu'elle a tendance à revenir. Mais il faut oser déposer ça, et il faut oser le déposer au pied de la croix. La croix est glorieuse. C'est le mystère de la croix. C'est que je dépose ça normalement, et voilà, le Seigneur en fait de la fécondité. Voilà, parce qu'il est heureux de me voir, je vais dire, dans cette vraie relation d'espérance. Il nous connaît. Il nous connaît par cœur. Chaque fois, il doit dire,
Qu'est-ce qu'il t'a fallu comme temps pour oser la déposer? Moi, je te connais à l'intérieur depuis longtemps. Voilà. Et c'est nous qui, tout seuls, nous auto-bloquons par rapport à ça et nous privons de cette fécondité à x30, x60, x100. Et c'est cette fécondité que je vous souhaite d'avoir pour être ces acteurs de bien commun. Merci. Bonjour. Je voulais savoir si vous étiez intéressé à ce qu'a dit le Saint-Père quand il a été à Marseille. Il a parlé beaucoup des migrants et de cette opportunité des plus pauvres. Oui. C'est grâce à eux qu'on est sauvés presque. Clairement. Alors, on était particulièrement intéressés parce que Fratello a été créé par le pape François en 2014. En lien, il a invité Étienne Villemain, qui était l'ancien fondateur de Lazare, qui est aujourd'hui sur les villages de François, donc à créer Fratello pour se dire il faut vraiment que cette cause des plus pauvres soit remise au-delà de la formidable action de chacune des associations caritatives autour de la charité et des plus pauvres, il faut qu'on crée de la communication et de l'élan, et donc il faut réunir tout. Voilà. Et quand vous avez plein d'associations, le problème c'est que vous avez les querelles de chapelle. Donc ce qui nous est demandé, c'est d'essayer de coordonner, de fluidifier et d'organiser le 18-19 novembre cette journée mondiale des pauvres. Et alors pour vous dire à quel point le pape est attentif à ça, quand il est venu à Marseille, on était présent à Marseille, son secrétaire avait demandé aux jeunes de Fratello d'être à l'évêché parce qu'il voulait passer 15 minutes pour prier avec eux pour la journée mondiale des pauvres. Donc ça vous dit à quel point, moi j'ai eu de la chance de le rencontrer à Rome, à quel point pour lui c'est fondamental. Et j'étais assez admiratif de Marseille parce que sincèrement ce qu'il a dit, c'est pas trop populaire dans le discours politique d'aujourd'hui. N'empêche que le président de la République était là-bas, le Premier ministre était là-bas. Enfin, et donc ce que j'aime moi, c'est cette joie. Apporter quelque chose, voilà. Ça ne nous empêche pas d'être intelligents et de traiter, mais je pense qu'il pose vraiment les fondamentaux d'une société de bien commun par rapport à ça. Après, là où il ne faut pas être naïf, c'est que quand on est en exercice politique, on a le fait de préserver le bien commun après. Et si vous avez des fichiers S, si vous avez des choses comme ça, il est normal aussi qu'il y ait un discernement. Donc l'exercice du pouvoir est plus compliqué que le modèle a posé. Il faut se mettre aussi à la place des politiques et pas toujours charger la barque par rapport à ça. Mais par contre, je trouve que c'est un beau message d'espérance. Mais pas le temps de parler des migrations, mais tout ce qui se passe sur le réchauffement climatique, c'est dans l'impact de migration. On râle aujourd'hui en France par rapport aux migrations. Ça va forcément s'amplifier. Si vous prenez les projections 2100, il y a des travaux qui viennent d'être faits sur l'Alsace. On avait un pic à 45. On sait que 3 degrés de plus quand on fait les études de réchauffement de climat, c'est du 55 en pic de température à Strasbourg et Colmar. 55, on touche les problèmes de vie. Entre 45 et 55, il se passe beaucoup de choses. Donc il faut qu'on prenne conscience du climat, parce que le climat, tout est lié. Tout est lié. Le climat a des conséquences sur les migrations, ça a des conséquences sur l'augmentation, la montée des eaux. Vous prenez le Bangladesh et l'Asie, eux sont plus concernés par rapport à ça. Voilà. Et on peut peut-être se réjouir en Sarthe d'avoir les températures qu'on a tout de suite, mais c'est qu'à peine rassurant. C'est qu'à peine rassurant de manière globale, et on peut pas dire qu'il ne se passe pas quelque chose. Il suffit de voir les moyennes mobiles augmenter, il se passe quelque chose. Donc voilà. Mais pour moi, sur les migrants, là aussi, il faut les rencontrer. Voilà. Et puis, il faut aussi faciliter les choses sur le travail. Parce qu'on a des problèmes d'administration où parfois ils ne peuvent pas travailler alors que on sait que le fait de travailler, ça génère la dignité. Sur ça. J'ai beaucoup aimé, évidemment, votre invitation à être acteur de sa vie. Parce que je suis coach, ouais. Donc évidemment... ça va résonner. Ça résonne un peu. Mais la limite dans mon travail, c'est
Comment est-ce qu'on peut inviter les autres et soi-même à être coach dans une société pas facile, sans qu'il y ait cette injonction à il faut être acteur et entrepreneur de sa vie, voilà, qui peut être très lourde et compliquée. Voilà, je sais pas si. Oui, si, ça me parle beaucoup. Moi, je pense que je pense que la parole ne fonctionne plus. Même si je viens prendre la parole devant vous, je pense que ma parole n'a de sens que parce que j'ai des engagements concrets dans la société. Si ce que je vous dis auprès des pauvres et que je ne m'occupais pas de pauvres, on en a marre des gens qui viennent dire des trucs et qui ne s'occupent pas de ce qu'ils disent. Enfin, pour moi, je pense que... et donc, aujourd'hui, ce que j'ai constaté, c'est que les gens nous rejoignent par le fait que quand on est aligné, il y a un début de rayonnement. Quand on vide l'esprit, il y a un début de rayonnement, et quand on pose des actes, moi ce que je vois c'est que les gens viennent. C'est-à-dire que j'ai vécu le développement des EDC. On était à l'époque 1400 membres, il y a à peu près, maintenant ça doit faire 12-13 ans. Aujourd'hui, je crois que le mouvement se rapproche des 4000 membres. Mais c'est simplement par le fait qu'on est devenu acteur à agir avec les EDC, on a fait des choses concrètes sur ça. Et la parole publique politique, aujourd'hui, elle n'a pas beaucoup d'effet. La parole même des responsables de l'Église n'a plus beaucoup d'effet. Si on regarde les choses en face, quand vous avez 10, 12 évêques en difficulté ou qui ont du mal à s'expliquer sur des sujets, il faut être... Voilà, ceux qui vont changer le monde, c'est ceux qui vont agir. Quand vous agissez, vous n'avez pas besoin de parler. Moi, je suis aujourd'hui très sollicité par des mouvements laïcs pour faire des interventions sur le bien commun. Et pourtant, ils sont allés voir des vidéos aujourd'hui sur Internet, ils ont tout. Mais ça veut bien dire que c'est eux qui ont envie. Voilà. Et donc, il faut que on essaie, moi je ne prétends pas l'être, mais j'essaye d'y travailler. Il faut qu'on s'attache à être aligné pour rayonner de ce que l'on est, agir, et les gens qui nous voient agir se mettre en mouvement par rapport à ça. Et quand les gens viennent nous voir en disant mais moi j'ai plein de jeunes aujourd'hui. La semaine dernière j'étais à Paris, 40 jeunes qui ont décidé de créer Jeunesse en mouvement après avoir lu le bouquin que j'ai rédigé, et ils ont dit mais nous on va agir, on va aller faire des maraudes et autres. Et puis je leur dis on organise la Journée mondiale des pauvres, venez vous nourrir et ils vont venir comme bénévoles, c'est cadeau. C'est cadeau. Mais il y a bien un moment où aussi il faut qu'on y aille. Parce que si on n'y va pas et qu'on reste enfoui, il ne va rien se passer. Notre devoir. Alors moi, ça c'est un point aussi important. Moi maintenant, j'ai eu tendance à une époque à critiquer des gens qui s'engageaient. Ça m'arrivait d'avoir une petite langue de travers à une fin de phrase et en disant ouais mais il fait peut-être ça. Aujourd'hui, moi j'ai un principe, c'est un chrétien qui s'engage ou une personne qui s'engage. Je soutiens déjà, je mets ces lunettes positives de dire, allez, c'est courageux déjà de le faire. Il y a tellement de gens qui sont spectateurs et qui ne bougent pas. Il y a tellement de gens qui râlent et qui font rien, que tous ceux qui y vont, parce que si on attend d'être parfait pour se mettre en mouvement, moi je suis très imparfait, mais si on attend d'être parfait pour se mettre en mouvement, on ne fera jamais rien. On fera jamais rien. La perfection, c'est plus vous avancez, plus elle avance. Donc ça veut dire que vous ne le faites jamais. Vous ne faites jamais. Donc n'attendez pas d'être parfait pour le faire, parce que vous serez mort. Donc il faut se mettre en mouvement, et je pense qu'on n'a pas à dire aux autres ce qu'ils doivent faire. Par contre, si ils viennent nous voir en disant « je suis interpellé par ce que vous faites », et là c'est intéressant de poser les bonnes questions. Moi je me suis posé ces questions-là, parce qu'elles résonnent pour vous. J'ai essayé de faire ça cet après-midi. Par rapport à ça, peut-être certains d'entre vous, ça n'a pas résonné, d'autres, ça a résonné. Et je me dis à chaque fois, je m'est arrivé d'intervenir pour des groupes, des fois, il y avait simplement 6-7 personnes, et puis il y a une personne qui, après, a fait des choses géniales. Donc, même quand bien même vous avez qu'une seule personne, voilà. Ne cherchez pas la récolte. Alors pour moi, c'est quelque chose que j'ai appris. Ne cherchez pas la récolte, elle appartient au Seigneur. Nous, on a juste, moi je suis fils d'agriculteur, j'ai juste à semer,
à arroser, à travailler la terre, à faire tout ce qu'il faut pour prendre soin du terreau fertile. Et la récolte, elle ne nous appartient pas. Le problème, c'est que beaucoup de gens, quand ils sont avec l'autre, ils veulent le rendre comme ça. Ils ont une idée de ce qu'il faudrait. Non. Le Seigneur, quand il agit, il fait bien, bien mieux que ça. Alors ça, c'est aussi un signe fort. C'est-à-dire que les gens, des fois, me disent, mais quand est-ce que l'Esprit Saint agit? Ben, quand il agit, il vous fait faire des choses qui surprennent. C'est-à-dire que si les gens, moi de temps en temps, je croise des gens qui me disent j'ai prié, et puis tu sais, moi j'ai fait ça, j'ai prié, et puis moi c'est tout le temps comme ça. Je dis c'est que c'est pas l'Esprit Saint. Si tu demandais des grandes choses au Seigneur, il ferait des choses qui te ferait faire des choses qui vont te surprendre. Voilà. La question c'est est-ce que j'accepte d'être dérangé par la surprise de ce que le Seigneur. Moi j'essaye vraiment aujourd'hui d'avoir mon cœur ouvert à 100%. À me dire, voilà, où est-ce que tu m'appelles, hein, où est-ce que tu m'appelles. Après les EDC, il n'y avait rien d'évident de m'engager auprès des plus pauvres. C'est pas tout à fait les mêmes engagements, mais si je me réjouis d'être là, si j'y suis appelé. Puis, par contre, ce que je fais, c'est que je prépare des jeunes de 25-30 ans à prendre la suite dès dans 3 ans. Enfin, il ne faut pas qu'on s'attache aux choses. Si on a une expérience, il faut la transmettre. Mais je pense que dans l'âge moyen qui est là, on a une responsabilité particulière, c'est d'aider la nouvelle génération à s'emparer des choses. Voilà. Et c'est-à-dire, est-ce que nos euros, on les lâche pour leur permettre de réaliser leurs projets? Est-ce que notre énergie, on les soutient pour les aider à réaliser leurs projets? Enfin, moi, je suis très confiant dans la nouvelle génération. Depuis l'Antiquité, on dit que la génération qui arrive va tout mettre par terre et que c'est une catastrophe et autres. Non, il faut vraiment leur faire confiance et il faut les soutenir. Il faut les soutenir dans ça. Le désir d'entreprendre est très vif. Hein. On a 10 millions de salariés qui rêvent d'entreprendre, c'est beaucoup. On en a 1 million qui se lancent. On en a 85% qui le font tout seuls, sans accompagnement, et qui sont poussés sur financement public à devenir des mercenaires solos. Quelle est la responsabilité des entreprises qui sont à l'origine au moment de la séparation, volontaire, involontaire ou pas? Quelle responsabilité les entreprises pourraient prendre pour que, à l'origine du désir d'entreprendre, l'orientation se fasse de manière plus collective et plus raisonnée? J'utiliserai le terme de l'entrepreneuriat raisonné, c'est agricole aussi. Alors, beaucoup de choses. Peut-être je vais juste réagir, parce que tu connais beaucoup mieux le sujet peut-être que moi encore. Mais en quoi ton propos résonne pour moi? Déjà, les modèles ont changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui ont vu leurs parents, qui avaient donné beaucoup de temps dans un grand groupe, se faire dézinguer à 53, 55 ou 58. Donc le rapport à l'entreprise d'une carrière, de toute façon, c'est derrière nous. Et je pense même que l'approche dans lequel du salariat actuel, dans 50 ans, elle aura beaucoup évolué. Sur ça, on aura des modèles différents. Par contre, tu soulignes un point qui est extrêmement important dans l'entrepreneuriat et notamment les auto-entrepreneurs qu'on voit de plus en plus fleurir et autres. Je trouve que c'est à la fois génial et à la fois il y a un grand danger, c'est la solitude. C'est la solitude. Je pense qu'une personne qui fait quelque chose seule est une personne en danger. Voilà. C'est-à-dire que moi j'ai relancé quelque chose, j'aurais pu peut-être avec le réseau que j'avais et autres faire quelque chose de tout seul, mais je l'ai fait à deux. Je pense que quand on est seul, on est en danger. Quand un chrétien est seul, il est en danger. Enfin, dans toutes les notions de la vie, sur ça. Et puis, il faut aussi... La vie, c'est à la fois faire confiance au fait d'honorer ses intuitions d'entreprendre, mais aussi la vie, c'est intelligence. C'est-à-dire qu'il faut se former. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a un gros besoin de formation, que ça soit dans les associations d'églises, dans les entreprises et autres. Comme le monde est en mutation, et on a un besoin de formation transversale. On a formé des gens qui faisaient des prépa maths à faire des choses où ils vont faire que des maths.
On a des gens qui vont faire que du littéraire. Je trouve que ça n'a pas de sens, à mes yeux. Tous les grandes personnes de l'histoire étaient des personnes pluridisciplinaires. C'est-à-dire que je pense qu'en plus qu'avec les moteurs d'intelligence artificielle, où le côté très linéaire va être pris par une partie d'intelligence artificielle, la dimension de l'homme, elle est interdisciplinaire. Et donc, quand vous êtes fort en maths, vous avez fait un cursus, moi j'ai été me former en philosophie, en anthropologie. Enfin, il faut se former à des notions pour lesquelles on n'a pas été formé. Voilà, parce que je pense qu'il faut trouver de l'épaisseur. Si vous voulez que votre parole résonne, il ne faut pas qu'elle soit linéaire, il faut qu'elle trouve de l'épaisseur, il faut qu'elle trouve de la solidité, parce que vous allez devoir en débattre avec d'autres. Et si vous avez trouvé si vous êtes bien formé, que vous avez trouvé de l'épaisseur, ben vous êtes à l'aise dans les débats. Par rapport à ça, moi je l'ai vécu, j'ai siégé dans un comité partenaire du MEDEF, autour de Roux de Bézieux. Et voilà, et il est venu aux assises EDC quand j'ai quitté le mouvement. Et il m'a dit, mais ce que j'ai aimé, c'est que c'était des propos qui nous décalaient, voilà, et qui étaient en vérité. C'est-à-dire que, mais pour ça, il faut le travailler. L'Esprit Saint fait pas tout. Il faut aller bosser, il faut aller approfondir. Enfin, on a en plus dans l'Église beaucoup de gens très très bien formés sur ces questions de philosophie, d'anthropologie, qui pour moi me manquaient beaucoup. Et donc on a ça accessible parfois à côté de nous, et on va pas le chercher. On va pas le chercher. Mais là aussi, il faut s'arrêter. Moi, nous, on a fermé la télé. Il faut faire des choix aussi, parce qu'on ne peut pas tout faire. Mais sinon, de toute façon, si vous regardez les infos en boucle, vous devenez, au bout de 2 heures, complètement taré. Enfin, c'est que vous avez toujours le scoop supplémentaire qui va arriver les 10 minutes d'après. Enfin, et donc, on ne peut pas se laisser guider. Donc, il faut quitter l'agitation du monde pour aller dans la profondeur, voilà, pour mieux revenir dans le monde. Le but, c'est pas de se couper du monde. C'est pour y revenir pleinement et l'habiter pleinement de manière solide. Voilà ce que ça pouvait m'amener à réagir. Moi, j'ai juste une petite image. Oui. Lorsqu'on conduit sur la route, oui. On voit un tas de camions. Oui. Ou d'engins, et maintenant ils sont affublés de stickers angle mort. Et je pense que la société actuelle est faite pour qu'on soit assez fort, qu'on pilote un camion, mais on voit les camping-cars, tout ça, c'est trop grand. Tous les panneaux sur les routes sont bousillés, ils ne voient rien, ils filent sur une route, et je trouve que tout est fait. On nous abreuve d'informations mais qui se répètent en boucle, et on n'a pas cette épaisseur, cette souplesse humaine dont on nous prive volontairement, et on veut nous faire être des gros camions qui bousillent tout. Voilà. La métaphore est très claire. Donc, mais je pense qu'il faut trouver l'agilité et la profondeur. C'est vraiment... je parlais de réapprendre à être léger. Voilà. Donc c'est de retrouver de la légèreté et de l'agilité, mais ça ne nous empêche pas d'avoir une analyse profonde, voilà. Et puis plus quand vous commencez à vous former, vous osez témoigner, et puis quand vous rencontrez des gens, moi à chaque fois je suis nourri par des gens qui viennent me voir après et qui m'évoquent, j'avais encore ça tout à l'heure en début, donc des gens qui viennent nous exposer quelque chose dans lequel ils sont même beaucoup plus forts que nous, et moi à chaque fois je prends tout. Ça c'est un point aussi très important, c'est l'équilibre entre l'identité et l'altérité. Un des problèmes de notre société, c'est que on refuse l'identité parce qu'on a peur d'être identitariste, si bien que on se liquéfie avec les autres. C'est-à-dire que on dit plus rien parce que on arrive dans un truc liquide ou gazeux autour de ça. Donc il faut reprendre en main son identité. C'est-à-dire qu'il faut affirmer l'identité est nécessaire à la personne humaine, donc il faut habiter son identité. Par contre, une identité qui n'est pas équilibrée de l'altérité,
C'est ce que le pape nous invite à faire, et il y va très fort quand il nous dit que les migrants sont ceux qui vont nous apporter jusque-là, cette altérité. Eh ben, il faut vraiment entendre ce message-là, et je pense que quand on a identité et altérité, on peut être compris et emmener des gens avec nous. Je ne crois pas du tout à l'identitarisme. Mais je ne crois pas du tout non plus à la fuite en avant et du wokisme. Et donc, on a à gérer dans l'Église le fait que parfois, il y a un certain identitarisme, où des gens se disent « Ouais, mais de toute façon, si ça ne va pas, au moins qu'on se sauve à quelques-uns ». Pour moi, c'est pas l'Évangile. C'est pas l'Évangile. L'Évangile, c'est de se dire « Non, on est solide sur notre identité ». Et d'ailleurs, si on est solide sur notre identité et qu'on est rempli de l'esprit, c'est l'esprit qui va parler au moment où il faut parler. Et je crois que moi, c'est pour ça aussi que je prends plus de notes pour mes prises de parole. Je me dis, l'esprit va m'amener là où il a à m'amener, voilà, avec mes imperfections, avec mes talents. Donc il faut vraiment trouver cette identité, cette altérité. Je pense qu'elle est constitutive de la solidité du monde par rapport à ça. Et il faut aller rencontrer plein de gens qui ne sont pas chrétiens. C'est-à-dire que, moi je dis souvent, est-ce que le samedi soir, vous invitez chez vous que des amis chrétiens, ou est-ce qu'il y a au moins une personne sur deux qui n'est pas chrétienne? Je pense qu'on a un peu de progrès à faire les uns et les autres par rapport à ça, parce qu'on aimerait que des gens deviennent chrétiens, mais on ne va même pas créer le lien de relation amicale qui nous permettrait de parler éventuellement de spiritualité. Voilà. Et donc, quand on crée ces relations amicales, je suis sûr que vous avez tous des cas en tête, moi j'en ai, nous on a des amis non chrétiens qui nous font progresser, de dingue. Ils nous posent des questions qui sont les bonnes questions et autres. Quand on est dans un microcosme, on est un petit peu dans notre bulle et on n'est pas dans cette réalité. Et moi, ces amis-là, ils font que quand je vais intervenir dans des mouvements, soit d'entrepreneurs, des mouvements d'économie, de société, d'associations qui se posent des questions, je suis beaucoup plus à l'aise parce que je comprends mieux ce que les gens veulent dire. Et parfois, il y a des très bonnes remarques, très souvent. Donc c'est ça, ne soyons pas repliés sur nous, que cette session vous donne cette énergie pour aller dans le monde.